Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Sherlock. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Avec les séries télé, il n'y a pas de mauvaises idées, il y a de mauvais traitements. Suffit de trouver le bon. C'est pour cela que d'ailleurs, les scénaristes sont les rois de la télévision. Alors, je vous explique. Balancer des idées de séries, j'oserais dire que c'est presque donné à tout le monde. Bonjour madame la télévision, bonjour monsieur la plateforme, je vais vous faire une série sur un détective à Hawaï, des policiers à Miami, des urgentistes dans un hôpital, des amis dans un café, une romancière qui enquête, ou alors des enquêteurs confrontés à des cas inexpliqués. Je pense qu'avec cela, vous ne serez pas très pris au sérieux. Il a fallu le traitement de Donald Bellisario pour faire de Magnum une série à part, de Michael Mann pour donner une envergure aux deux flics à Miami, de Michael Crichton pour faire d'Urgence une série vraiment à part, de Martha Kaufman et David Crane pour créer Friends, de Levinson et Link pour inventer Jessica Fletcher, ou de Chris Carter pour définir exactement ce que sont les X-Files. Ah ben là, monsieur, le créateur de série, de la façon dont vous imaginez votre projet, là ça devient intéressant. Ben voilà, vous voyez, tout est dans le traitement. Donc, quand on vous annonce un remake de ceci, un reboot de cela, une nouvelle version de telle ou telle chose, même si on peut spontanément s'interroger sur la pertinence de l'idée, tout dépend de la façon dont cela est traité. Prenez Sherlock Holmes, le détective de Baker Street, inventé par l'auteur Conan Doyle en 1887, et qui englobe d'ailleurs 4 romans et 56 nouvelles. Le nombre d'adaptations de Sherlock Holmes est tout bonnement faramineux, qu'il s'agisse de transpositions cinématographiques ou télévisuelles, fidèles aux histoires canoniques ou apocryphes. Tout a été fait. De nombreux films avec Basil Rathbone, à l'enfance de Sherlock Holmes dans un film méconnu mais classique, Le secret de la pyramide, de Barry Levinson, produit par Steven Spielberg, jusqu'à ceux de Guy Ritchie avec Iron Man, avec Robert Downey Jr. Bref, tout a été fait. Et dans le domaine de la télévision, il y a eu une première série dès 1954, avec Ronald Howard dans le rôle principal, et la série était même tournée en France. C'est vous dire, quoi. Il y a eu aussi une autre adaptation de récit extrêmement fidèle en 1964, 10 ans plus tard. C'était pour la BBC, avec tout d'abord Douglas Wilmer dans le rôle de Sherlock, puis Peter Cushing, oui, le grand Peter Cushing qui lui succéda. Il y a eu encore une autre adaptation en 1979, coproduite avec la télévision polonaise et tournée à Varsovie, avec Geoffrey Whitehead dans le rôle principal. Encore une autre en 2000, produite au Canada avec Matt Frewer, l'interprète de Max Headroom, dans le rôle de Holmes. Et surtout, à partir de 1984, et ce pendant 10 années, il y a eu une adaptation extrêmement fidèle et très luxueuse, avec le regretté Jeremy Brett dans le rôle titre. Et puis je vous fais grâce des séries animées ou des téléfilms militaires avec des acteurs comme Roger Moore, Christopher Lee ou Patrick Macnee. On peut aussi citer d'ailleurs Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu en Watson, une série américaine qui a été créée de façon très opportuniste, on va dire ça comme ça, en 2012. Et une autre série est d'ailleurs en tournage, The Irregulars, centrée sur des jeunes délinquants qui assistent Holmes et Watson dans leurs enquêtes, avec Henry Lloyd Hughes dans le rôle de Holmes et Royce Pearson dans le rôle de Watson. Tout cela pour vous dire que, pour en revenir à mon propos initial, si vous voulez pitcher à un diffuseur une nouvelle adaptation de Sherlock Holmes, vous avez sacrément intérêt à avoir l'idée du siècle. Ou d'être extrêmement talentueux. C'est selon. Et puis, bon, clairement ça revient au même. Donc, il faut être, par exemple, Steven Moffat, le créateur de la comédie Coupling, le scénariste de Tintin, de Spielberg, le concepteur d'une version contemporaine du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, absolument génial avec James Nesbitt, le showrunner des années durant de Doctor Who. Voilà, déjà ça cale le monsieur. Il faut être peut-être aussi Mark Gatiss, scénariste et producteur, mais aussi acteur pour des séries comme l'inénarrable et délirante League of Gentlemen, acteur dans Doctor Who aussi, dans Game of Thrones, dans Taboo, et qui tient le rôle de Mycroft, le frère extrêmement coincé et très hostile de Sherlock Holmes. Bonjour tout le monde. Ah bah voilà, justement, Mark Gatiss.
C'était notre invité en 2013 à la Comic-Con de Paris et il nous confirme la difficulté de mettre en place un tel projet. Sherlock Holmes est le personnage le plus filmé de toute l'histoire des fictions. Et de loin. Dracula est en seconde position. Il y a eu plus de versions de Sherlock Holmes dans tous les genres et dans tous les domaines qu'il est possible de faire. Donc nous savions que notre nouvelle version devait être très particulière. Nous avions confiance, nous étions très contents du résultat. Nous n'imaginions pas l'impact que ça a eu. Mais on savait aussi que Robert Downey Jr. était en pleine production au moment où l'on faisait le pilote de la série. Et maintenant, il y a d'autres projets, et même il y a une série russe qui se prépare. Il y aura toujours plus de Sherlock Holmes. Il faut donc comprendre que c'est un personnage incontournable et que l'on peut en faire quasiment ce qu'on veut. Je suis évidemment très fier de notre version à nous. Je pense que cela attise l'imagination d'une certaine manière. Les gens se rendent bien compte qu'on adore la version d'origine. C'est ce qui fait toute la différence. Et il y a de quoi. Sherlock, la série dont il est le co-créateur et qui a été lancée sur la BBC en 2010, est un méga succès. Vendu dans plus de 200 territoires au-delà de la Grande-Bretagne, qui a suscité une ferveur absolument incontrôlée devant les rebondissements et surprises vécus par les personnages et fait des deux acteurs principaux, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, des superstars ciné et télé. Et tout ça en seulement 13 épisodes. Non mais pas 13 petits épisodes, 3 grands épisodes de 1h30 à chaque saison. Donc, il y a eu 4 saisons, plus un épisode spécial. Ça fait 13 épisodes. Et il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Nous avons eu la chance, Romain Gita et moi, de rencontrer et discuter de nombreuses fois avec les initiateurs de cette série, qu'ils soient devant ou derrière la caméra. En 2011, en 2013, en 2014, à Paris, à Monte-Carlo, festival de télévision, à Cardiff, où la série est produite et tournée. Je vais donc leur laisser la parole pour vous raconter cette folie furieuse que fut Sherlock. Et tout d'abord, Steven Moffat. C'était Mark Gatiss et moi, mon ami Mark, qui est le co-créateur de Sherlock. On prend très souvent le train pour aller travailler sur Doctor Who. Et on a discuté de notre passion pour Sherlock Holmes et à quel point on aimerait en faire notre propre version. Et on a admis que notre version favorite de Sherlock Holmes était celle de Basil Rathbone, qui se déroulait à l'époque contemporaine où elle était produite. On se disait qu'elle était futée et très sympa, et on n'arrêtait pas de se dire que s'il y a un jour une nouvelle version, je serais désappointé si ce n'était pas à nous de nous en charger. Et j'ai fini par le dire à ma femme qu'on serait déçu si quelqu'un d'autre avait notre idée. Elle a donc répondu, on n'a qu'à le faire. Et elle l'a produit, et comme vous le savez, c'est devenu un énorme succès. Donc, hurrah pour ma femme. Ouais. Hurrah pour la femme, mais la femme de Steven Moffat, ce n'est pas n'importe qui. C'est la productrice Sue Vertue. Grâce à elle, la série est devenue non seulement une production de prestige pour la BBC, séduisant 7 500 000 Anglais rien qu'au soir de sa toute première diffusion, pour le tout premier épisode, mais aussi le phénomène international qui décroche des Golden Globes et des Emmy Awards pour ses acteurs et son co-créateur. Et Mark Gatiss va donc revenir sur ce qui les a poussés à imaginer ce nouveau format. Ce que nous avons fait, c'est d'avoir beaucoup de discussions sur ce qui pouvait le rendre spécial dans notre monde moderne dès le début. Clairement, Conan Doyle a inventé les experts, la police scientifique. Alors comment restait-il si spécial? Notre grande illumination a été qu'il reste toujours l'homme le plus futé au milieu de tous les autres, et qu'évidemment Scotland Yard travaille à partir des empreintes vitales, de l'ADN et de tout ce que Sherlock a inventé, mais il reste encore celui qui peut faire des déductions extraordinaires, et c'est cela qui le rend spécial. Mais cela dit, dès que la série est sortie, est devenue clairement un succès, on ne s'est jamais repris la tête là-dessus. Il est juste Sherlock Holmes, un personnage moderne, comme il l'a toujours été. On n'y fait jamais référence. Quand on parle de la série, on ne prononce jamais le mot de moderniser. On parle de Sherlock Holmes, rien de plus. Ce que Gatiss nous dit, c'est que leur version de Sherlock Holmes est devenue le Sherlock Holmes de référence, le même que celui imaginé par Conan Doyle. C'est simple, Holmes c'est toujours le même, mais il utilise Internet, les SMS, les téléphones portables, la vidéo en direct, le GPS, bref, tout ce qui peut lui être utile pour obtenir des éléments et donc en déduire qui est le coupable. Et pourtant, ce succès n'est pas venu de façon facile, ni spontanée, ni même automatique. Le premier épisode a tout simplement été jeté, bazardé, éliminé.
Le pilote de la série faisait 1h50 très exactement, et pas l'heure et demie des téléfilms que l'on connaît. Et même si la distribution principale n'a pas changé, même si le scénario n'a pas changé, c'est toujours Benedict Cumberbatch et Martin Freeman dans les rôles principaux, le ton n'était pas le bon. Steven Moffat nous en parle. La seule chose qui ne fonctionnait pas bien dans ce pilote était que le mystère de cette première enquête était forcément compressé avec les détails nécessaires sur John et Sherlock. Et nous avons réalisé que la force de la série, c'est John et Sherlock. C'est ce que les gens aimaient. Et donc, de faire des versions de 90 minutes nous allait bien. Et c'était bien mieux en 90 qu'en 52. Ce n'était pas un passage compliqué, car cela semblait nous convenir. Une fois le projet sur de bons rails, Moffat et Gatiss se sont partagés l'écriture et la supervision de la production qui a été menée par Suvertu. Le tout avec 80% de produits dans les studios de Cardiff, où Doctor Who d'ailleurs était déjà tourné, le reste à Londres, pour recréer quelques endroits importants tels le 221B Baker Street, là où Holmes habite. Mais pas dans la Baker Street authentique, tout simplement parce qu'elle est non seulement envahie par des touristes, mais aussi par des magasins de souvenirs sur Sherlock Holmes. Donc c'est quasiment impossible de tourner Sherlock Holmes dans la rue de Sherlock Holmes. Le tournage a lieu en réalité à Bloomsbury, à North Gower Street. On travaille sur le fait qu'on bâtit les choses en 3 actes. Quand la prochaine saison sera lancée, on aura une discussion globale sur les histoires que nous aimerions faire et comment elles peuvent convenir. Puis on travaille tout l'arc narratif. C'est une espèce de labyrinthe où nous allons entrer. Et puis là, par exemple, c'est la première année où nous allons tourner dans le bon ordre. On a fait auparavant l'épisode 3, puis le 2, puis le 1. Et aussi le 2, le 3 et le 1. Cette année, ce sera 1, 2, 3. J'ai écrit le premier, Steven le dernier, et Steve Thompson écrit toujours l'épisode qui reste. Puis on se coordonne sur le processus tout entier. Ensuite, même si on est tous deux coproducteurs exécutifs, Steven est tellement occupé par ce qu'on appelle son autre job. C'est donc moi qui suis présent la plupart du temps sur le plateau de tournage, car c'est vraiment très très important de garder un œil sur tous les petits détails. Et c'est étonnant de voir à quel point des détails minuscules peuvent se glisser dans chaque scène. Et moi, ça m'empêche de dormir. On tournait dans une morgue, par exemple, à Merthyr. C'était la première fois que Sherlock utilisait une loupe. Et Paul McGugan, notre génial réalisateur, a demandé à l'accessoiriste de nous en trouver. Il apporte donc un plateau avec 25 loupes. Et si je n'avais pas été là, Sherlock aurait hérité d'une de ces loupes comme on en avait en 1895. J'ai crié non, mais c'est pas ça du tout. Ça aurait été trop tard devant mon écran. Là, j'ai pu préciser, non, c'est un homme moderne. Il n'est pas excentrique. Il faut donc trouver la loupe la plus moderne possible. On a trouvé cet agrandisseur très moderne, suisse, qui se déplie, qui fait un clic quand on l'assemble. Et Sherlock ne sanctifie pas le passé, c'est un homme moderne. Les 3 premiers épisodes de Sherlock, Une étude en rose, Le banquier aveugle et Le grand jeu, non seulement présentent les personnages et leur environnement, mais aussi l'environnement avec Moriarty, l'ennemi juré de Holmes. De plus, ils adaptent très librement des récits canoniques de Conan Doyle. Les épisodes sont fidèles au roman sur une grande partie. Il y a des histoires qui, quelquefois, sont plus importantes. Par exemple, dans un scandale à Buckingham, les premières 20 minutes sont très proches, puis le reste est totalement nouveau. On adopte donc depuis le début une approche que l'on pourrait appeler de chapardeur. Ça consiste à prendre des bouts de ci, de là. Notre version préférée de Sherlock Holmes, à Steven et à moi, c'est la version avec Basil Rathbone. Et ces films étaient exactement cela. Un mélange de plusieurs histoires, l'une avec l'autre. Une nouvelle avec L'autre, le chien des Baskerville, par exemple.
Et ce mélange est très étrangement plus fidèle à l'esprit de Conan Doyle que de faire une adaptation littérale extrêmement rigoureuse des histoires. J'ai donc pris plein de choses. Avant tout, car Conan Doyle est quand même un génie. Il ne faut pas cesser de le répéter. Ces récits ont survécu parce que c'est un formidable écrivain, tout particulièrement avec les nouvelles. Et donc de représenter des aspects de cela, des détails et une tonalité plus générale de son œuvre, c'est un honneur. Dans les années 80, il y a eu cette fameuse version télé de Sherlock Holmes avec Jeremy Brett. Vous aviez cette version en tête pour Sherlock ? Non, pas particulièrement la version de Jeremy Brett, car on avait une chose très différente. La version de Jeremy Brett était très respectueuse, imposante et était en quelque sorte héritée de Doyle. Moi, je pense plus à la version de Basil Rathbone, où il combat les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Sherlock Holmes est bien meilleur quand on le traite avec cette attitude et avec plus de décalage. Parce que déjà, la façon dont Conan Doyle a conçu les histoires était au regard de tout son héritage artistique. Elles étaient très sympas pour les magazines en kiosque. J'aime toutes les versions de Sherlock Holmes, mais la nôtre est évidemment très différente. Toutes les bonnes versions y mettent une touche particulière et font cela à leur manière. Ce n'était donc pas en réponse à la version de Jeremy Brett en particulier, mais de toutes les autres versions. Je les porte toutes dans mon cœur. Celles que je préfère sont les adaptations avec Basil Rathbone et Nigel Bruce. Je les trouve charmantes et drôles, et les deux acteurs sont magiques quand ils sont réunis. Et mon film préféré de tous les temps est La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. Il a eu une grosse influence sur Marc et moi. On y fait souvent référence. C'est un film très très beau. Définir la série, son ton, ses épisodes, bon, c'est une chose. Trouver les bons interprètes, ça c'en est une autre. Steven Moffat nous raconte comment ils sont tombés littéralement sur Benedict Cumberbatch, qui était un quasi-inconnu à l'époque. Benedict, Sue et moi l'avons vu dans un film qui s'appelle « Reviens-moi ». On cherchait notre Sherlock. Et il y avait là un bel Anglais, grand et mince, avec un gros nez et une attitude glaciale. Que demander de plus? On a vu un tas de Dr Watson. Martin Freeman était le seul qui fonctionnait brillamment avec Benedict. Dès l'instant où ils étaient dans la même pièce, on savait qu'on avait vu juste. Ils sont parfaits. Benedict Cumberbatch avait fait beaucoup de théâtre et d'apparitions à la télévision, comme par exemple cette dramatique où il tenait le rôle de Van Gogh. Mais ce qui l'intéresse dans le personnage de Sherlock Holmes, à la surprise générale, c'est sa capacité à évoluer. C'est pas ce qui vient spontanément en tête quand on pense au personnage de Sherlock Holmes. Eh ben si. C'est important que la série soit à propos d'un génie. Certes, mais un génie qui puisse apprendre. Ce serait très frustrant d'avoir un personnage extraordinaire, mais incapable de retenir la moindre leçon au fil des saisons. Donc oui, Sherlock Holmes a changé depuis la saison 1, mais il a changé aussi dans les livres. Et ces histoires, on s'entend. Vous ne pouvez pas les rejeter. Pour certaines des évolutions, il suffit de regarder ce que Conan Doyle a fait. Et en ce qui concerne les personnages, on est très respectueux des livres, bien plus que certains autres. Même si on a été très radical, en les transposant de nos jours, on reste assez proche des récits de départ. Il n'y a eu que 2 épisodes de Sherlock où l'enquête était au centre de l'histoire. Le banquier aveugle et les chiens de Baskerville. Tous les autres sont plutôt focalisés sur les personnages. Si vous lisez les Sherlock Holmes, l'enquête ne démarre généralement pas avant au moins un chapitre qui parle de Holmes et de Watson. Donc ça a toujours été le cas dans Sherlock Holmes. Les personnages principaux sont prioritaires à l'enquête du jour. Et c'est cela le secret de Sherlock, les personnages avant tout. Après le succès de la première saison, la deuxième
présente le personnage de Irene Adler, qui devient ici une dominatrice, et montre aussi la confrontation finale entre Holmes et Moriarty. Plutôt que de tomber dans les chutes d'eau du Reichenbach, Holmes tombe d'un toit. Mais évidemment, il n'est pas mort, ce que tout le monde ignore, Watson, Mycroft y compris. Entre-temps, les deux vedettes de la série passent du stade de vedette d'une série télé au stade de méga superstar dans les blockbusters internationaux. J'espère que leurs films vont être des bides. Non, je suis pas vraiment dérangé parce que ce sont mes amis. Mais bon, c'est une réalité d'avoir une star qui émerge de votre série télé. C'est un manque de chance. D'en avoir deux, c'est carrément une tragédie. Ça ne change rien dans la série. Mais bien sûr, on ne mesure jamais les conséquences d'un tel succès. Ces deux acteurs sont des stars. Il suffisait que ça se sache. On a eu la chance incroyable d'être la série où leur talent extraordinaire a éclaté au grand jour. Donc, en réalité, c'est merveilleux. Il ne serait rien sans nous. Rien. Évidemment, c'est génial. Benedict était un nom qui frémissait. Et Martin Freeman était déjà bien connu pour son rôle dans la version originale de The Office. Mais la série a bien fonctionné pour chacun d'entre eux. C'est formidable pour Martin d'obtenir un BAFTA en tant que Dr. Watson, car il est totalement Watson. Il est totalement ce deuxième personnage. On a insisté depuis le début pour qu'il soit un peu le clown blanc d'histoire. C'est comme ça que les deux personnages interagissent. Cumberbatch, lui, donne des sueurs froides aux traducteurs chargés du doublage. Comme par exemple en France, Gilles Morvan. Tellement son débit et ses dialogues sont à la vitesse supersonique. Enfin bon, je le fais très mal, mais enfin, vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. On avait demandé à Cumberbatch comment il faisait pour préparer son rôle. En fait, je repars souvent des livres. Je veux dire, les scénarios sont les points de départ. Mais pendant et avant le tournage, je retourne toujours aux livres. Tout simplement parce que ce sont de vraies mines d'or, de références sur les personnages. Par exemple, Watson se prend toutes les critiques que Holmes lui fait, et leur relation est une observation très fine de ce qu'une personne aussi extraordinaire que lui est. Donc, qu'il s'agisse de ses gestes, de son impulsivité, de ses changements d'humeur, tous les aspects de cet humain extraordinaire aux multiples dimensions sont très très détaillés dans le livre. Donc, ma source principale est celle-là. En plus des scénarios et de l'orientation globale de la série avec cette version idéale de Sherlock. En plus de cela, j'essaie de mémoriser des choses comme des poèmes, les noms des gens, les numéros d'immatriculation des voitures, afin de bien faire mon travail et de rester alerte. J'essaie de méditer, si j'en ai la possibilité. Pas très longtemps, mais autant que possible, chaque jour. Et le reste, c'est juste une collaboration avec tous les autres avec qui je travaille. Le réalisateur, Martin, toute l'équipe. Ça revient à me replonger dans cette famille et dans cette partie de mon monde. John Watson, de son côté, il n'est pas inconscient, mais il a passé une partie de sa vie dans des situations plutôt dangereuses, des situations de vie ou de mort. Et il comprend qu'il peut toujours vivre cela auprès de Sherlock. Et Sherlock peut lire une situation, une ville ou une personne mieux que n'importe qui d'autre qu'il ait jamais rencontré. Par contre, ce que Sherlock ne fait pas bien, c'est de comprendre l'univers des émotions et tous les liens que cela représente. Et pour revenir à Conan Doyle, il y a de grands trous dans sa connaissance. Il n'a aucune idée de comment fonctionne l'amitié. Mais il peut vous regarder et vous dire que vous avez pris ceci au petit-déjeuner, ou vous êtes divorcé, ou quelque chose comme ça. Pour Watson, Holmes est très intriguant. Je pense que sa plus grande faiblesse, c'est son amitié avec John. Parce que John est un faible. Non, je plaisante. Je pense qu'il apprend. Sa force reposant sur son côté facétieux. Et John est un facteur de stabilité dans la vie de Sherlock. Je crois que sa plus grande faiblesse est de ne pas comprendre, la force d'être tout simplement humain.
Il tente de dépasser toutes les souffrances associées à la condition humaine. Il essaie d'être un dieu au-dessus des soucis quotidiens et quelquefois, je pense que ça lui manque, en tant que détective, de ne pas être capable d'interagir avec les autres, à un niveau purement humain. Et John stabilise cela. Et c'est vraiment le thème de la première saison, et en partie de la deuxième aussi, et assurément pour la saison 3. Je crois qu'à part ça, il n'a pas d'autre point faible. C'est vraiment son manque d'humanité qui est sa faiblesse. En écoutant parler les deux acteurs, on comprend pourquoi la réunion des deux dans la série est à ce point exceptionnelle. Martin Freeman m'en avait parlé. Oui, on s'entend bien. Il y a cette alchimie entre nous. Vous savez, ma miss, Amanda, est sur la série. C'est une grande fan de la série. Mais quand elle est arrivée pour les premières lectures sur table, elle m'a dit « Toi et Ben, vous avez vraiment quelque chose de spécial que l'on ne voit pas si souvent. » Vous savez, juste la façon dont chacun suit le rythme de l'autre, la façon dont on se comprend l'un l'autre. Je ne sais pas. Je pense que le monde des acteurs est rempli d'exemples où vous voyez une alchimie particulière, tout spécialement dans les duos comiques. Mais à un moment, ça s'effrite, les gens finissent par se détester avec 4 années, et donc je ne peux pas dire, d'autant que je n'y suis pour rien, mais c'est de la chance. Qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, cette alchimie-là, elle est forte. On a la chance de la voir. Lors de la saison 3, quand Sherlock est de retour du monde des morts, c'est pour trouver Watson, fiancé, presque marié à Mary. Le mariage est d'ailleurs au centre du deuxième épisode de la saison 3, le signe des 3, et Sherlock est le témoin de Watson. Il doit donc faire un discours particulièrement homérique. Mary est non seulement enceinte, mais elle a été par le passé une agent secrète, tueuse pour la CIA. L'ignoble Charles Augustus Magnussen, incarné par l'acteur danois Lars Mikkelsen, menace de livrer Mary à ses ennemis passés. Le rôle de Mary Mortsand est interprété par Amanda Bington, la compagne donc bien réelle de Freeman. Comme par hasard. Ils voulaient avoir Amanda dans le rôle. Mark m'en avait parlé pendant le tournage de la seconde saison. Tu penses à qui pour Mary? Je lui ai dit que... sans non plus faire un complexe à la John et Yoko, que Amanda serait parfaite. Il me dit, c'est exactement ce que nous pensons. Donc, ils connaissaient Amanda, ils avaient déjà travaillé avec elle, et oui, elle convenait parfaitement. Martin Freeman et Amanda Bington ont été ensemble durant 16 années, et ils ont 2 enfants. Après un épisode spécial, L'effroyable marié, qui transpose Sherlock et Watson à l'époque victorienne, mais avec des retours à notre époque, et sur la suite de l'histoire, Moriarty est peut-être de retour, toujours vivant et toujours menaçant. Dans les épisodes de la dernière saison, Mary va se sacrifier pour protéger Sherlock. Watson est inconsolable, Holmes est dévasté d'avoir échoué, de ne pas avoir tenu sa promesse de protéger Mary à tout prix. Sans tout vous révéler, une personne issue du passé d'un des personnages va intervenir et attaque Watson et Holmes, ainsi que l'appartement de ce dernier. La personne va pousser Holmes jusque dans ses points faibles, ce dont les acteurs viennent de nous parler, le relationnel, les sentiments les uns envers les autres. Le dernier épisode date de janvier 2017. Et y aura-t-il une prochaine saison? La série n'est pas formellement arrêtée, mais aucun nouvel épisode n'est actuellement prévu. Martin Freeman fut Bilbo dans la trilogie du Hobbit. Il a aussi été dans la série Fargo et dans le film Black Panther. Cumberbatch est le Docteur Strange dans le Marvel Cinematic Universe. Dans un des derniers films Star Trek, il a été aussi dans la série Patrick Melrose, dans 12 Years a Slave, dans Hawkins, La tête dans les étoiles, où il incarnait Stephen Hawkins. Par contre, notre duo de scénaristes vient de terminer leur nouveau projet. Et si on avait été un peu perspicace, on l'aurait trouvé. On l'aurait trouvé il y a même 6 ans avant qu'il ne nous soit révélé. Vous aussi, vous l'auriez trouvé, si vous aviez bien écouté. Allez, je vous mets dans le lot. Oui, souvenez-vous de ce que Mark Gatiss nous a dit au tout début de ce podcast. Sherlock Holmes est le personnage le plus filmé de toute l'histoire des fictions. Et de loin. Dracula est en seconde position. Voilà, exactement. La nouvelle série de Mark Gatiss et de Steven Moffat, c'est une mini-série de la BBC que vous pouvez maintenant voir sur Netflix, Dracula. Et là encore, le challenge
et de faire de Dracula le Dracula que vous n'avez jamais vu à l'écran. Si Sherlock Holmes vous intéresse, je vous recommande 2 choses. Les livres de Marc-Philippe Morel sur les adaptations littérales et apocryphes de Sherlock Holmes et aussi le SSHF, la société Sherlock Holmes France et son site web qui est une véritable mine d'infos et d'échanges. La semaine prochaine, pour le podcast, il faudra vous munir d'un trombone, d'un stylo, d'une pince à épiler. Bref, vous deviendrez MacGyver. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.